Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 13 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi pour Lomé. Le chef de l'État a installé, avant de s'en aller pour Lomé, il a installé donc le Conseil de l'économie, le Conseil national de politique économique. Les sénateurs ivoiriens s'attellent à se doter d'un règlement intérieur. Après l'ouverture de la session ordinaire 2018 du Sénat à Yamoussoukro, les travaux se sont poursuivis ce vendredi. Les sénateurs vont faire des propositions de tests devant régir l'institution. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, promet une solution rapide au problème de pénurie d'eau à Bouaké. L'émissaire du gouvernement s'est rendu sur place pour échanger avec les populations qui vivent cette situation depuis quelques semaines. Enfin, en Sierra Leone, le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Samora Camara, conteste à nouveau la victoire du président Julius Maada Bio, qu'il a pourtant félicité la semaine dernière. Il dénonce des fraudes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi pour Lomé. Le chef de l'État va prendre part demain samedi à un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Il y sera question notamment de la situation en Guinée-Bissau, en proie à une crise politique depuis plus de 2 ans. La plupart des chefs d'État, membres de l'organisation, sont attendus à Lomé. L'organisation régionale est actuellement présidée par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Et avant son départ pour Lomé, le président Alassane Ouattara a lancé les activités du Conseil national de politique économique, CNPE. La Côte d'Ivoire se dote ainsi d'organes de gestion prospective de son économie. Le CNPE doit, entre autres, réfléchir sur les grands défis de développement économique de la Côte d'Ivoire. Le secrétariat exécutif est assuré par Patrick Kachi, secrétaire général de la présidence de la République. On en sait plus avec Adama Koni. La Côte d'Ivoire renforce son cadre institutionnel de planification de son développement. Après le Conseil national de sécurité qui favorise un climat de paix, l'argent n'aimant pas le bruit, place au Conseil national de politique économique, CNPE. L'acte de naissance officielle de l'organe a été signé ce vendredi à travers la cérémonie d'installation et de lancement des activités. La mission du CNPE est bien claire. Le CNPE est donc un instrument devant aider le président de la République à anticiper les risques et défis que génère le contexte mondial, régional et national, mais aussi à tirer profit, il faut le souligner, des niches économiques qu'offre le village planétaire qu'est notre monde actuel. Plus spécifiquement, le décret numéro 2018-20 du 16 janvier 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du CNPE lui confère les missions suivantes, à savoir notamment identifier les grands défis économiques et nationaux, internationaux que le pays doit relever en vue d'atteindre son émergence. Conseiller le président de la République sur la formulation de la politique économique et la stratégie de développement à moyen et long terme. Veiller à la cohérence globale de la politique économique nationale avec les programmes gouvernementaux et enfin renforcer les activités d'intelligence économique, notamment la collecte et la maîtrise d'informations critiques utiles à la formulation de la politique économique et sociale. Véritable boussole de développement, le CNPE doit donner au pays une visibilité stratégique sur le long terme au-delà des plans nationaux de développement, PND. Il s'agit, dans un cadre de concertation, de concevoir la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, une option qui fait du secteur privé un partenaire actif de l'administration publique. La présence du secteur privé aux côtés du gouvernement pour le lancement des activités du Conseil national de politique économique traduit une fois de plus votre ferme volonté de faire des entreprises le moteur de la marche de l'économie ivoirienne vers l'émergence et de les impliquer par conséquent dans les réflexions stratégiques qui sont menées. Comité de concertation État-secteur privé, Plan national de développement, Conseil national de politique économique. Le président de la République maintient le cap de convergence de tous ces instruments. Notre véritable combat est celui de tout faire
pour aboutir au développement de notre pays, afin de créer suffisamment d'emplois pour les filles et les fils de Côte d'Ivoire et améliorer les conditions de vie et le bien-être de nos concitoyens. Nos efforts devront être tournés vers la conquête de marchés sous-régionaux et mondiaux, comme vous l'avez dit, en surmontant bien évidemment nos divergences internes, en luttant contre nos inerties et les obstacles aux réformes nécessaires pour accroître et renforcer nos avantages comparatifs et notre compétitivité. Il nous faut redoubler d'efforts, d'abnégation et de sacrifices pour préparer nos générations futures à combattre à armes égales avec les grandes nations du monde. Ceci permettra alors d'assurer notre marche vers des lendemains meilleurs pour tous. Toutefois, le chef de l'État reste confiant au regard des performances enregistrées par la Côte d'Ivoire. Nos efforts nous ont permis d'enregistrer une croissance économique moyenne d'environ 9% par an sur la période 2012-2016, l'une des plus fortes au monde. Malgré les chocs intérieurs et extérieurs dont le vice-président vient de parler, intervenus en 2017, tels que la chute de plus de 40% des prix des cours du cacao, les mouvements au sein de l'armée et les remous sociaux, notre économie s'est révélée être résiliente, robuste et forte, avec un taux de croissance élevé de 7,8%, comme indiqué par le Fonds monétaire international la semaine dernière. Ceci est vraiment une performance extraordinaire. Notre pays s'est ainsi classé premier au niveau de l'UMOA et parmi les 5 premiers au niveau mondial en matière de croissance économique. Le CNPE est présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en assure la vice-présidence et le secrétariat exécutif est détenu par le ministre Patrick Achi, secrétaire général de la présidence. Le premier dossier sur la table du Conseil national de politique économique porte sur le code des investissements. Voilà, et avant toutes ces activités, le président de la République était à Yamoussoukro pour l'ouverture de la session ordinaire du Sénat. En marge de l'événement, il a rencontré le corps préfectoral pour des échanges. Une rencontre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny qui a permis aux représentants de l'État de soumettre leurs préoccupations au président de la République, Awa Touré. Dans l'édification de notre pays ainsi que dans la performance de notre administration implique naturellement l'alignement de votre statut au même niveau que celui des autres grands corps de l'État. Explosion de joie et manifestation de reconnaissance du corps préfectoral au président de la République Alassane Ouattara pour cette importante décision qui va dans le sens de l'amélioration du traitement salarial des représentants de l'État dans les régions. Pour cette deuxième rencontre avec le président de la République, ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le porte-parole du corps préfectoral, le préfet de Boundiali, a présenté un tableau des difficultés rencontrées sur le terrain dans l'exercice de leurs fonctions. L'occasion aussi pour lui de soumettre leurs préoccupations au chef de l'État. Les membres du corps préfectoral s'engagent à redoubler de vigilance à travers la collecte d'informations et l'animation des comités de veille et d'alerte précoce. Excellences, Monsieur le Président de la République, les membres du corps préfectoral constatent que la question du foncier rural demeure entière en dépit des actions menées par le gouvernement. Ils soutiennent à cet effet la création de l'agence foncière rurale à fort spécifiquement dédiée au traitement de la question sous tous ses aspects et attendent son déploiement effectif sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, ministre de tutelle, a exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour ce dialogue direct avec le corps préfectoral qu'il a souhaité
tout en n'omettant pas les nombreuses actions déjà menées en faveur de ce grand corps de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, au moment où je prends la parole pour introduire cette rencontre, permettez que je relève ici votre constante vision pour une administration du territoire forte, incarnant les valeurs de la République et dont la mission se déploie autour des objectifs de préservation de la paix, de relais et de mise en œuvre des politiques publiques, de courroie de transmission des aspirations des populations au gouvernement et au président de la République. Et cette vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, est confortée par les actes que vous avez posés depuis votre accession au pouvoir d'État. Le président de la République, en réponse, s'est dit heureux de cette nouvelle rencontre avec le corps préfectoral qui l'associe au succès du gouvernement dans la construction d'une nation moderne qui aspire à l'émergence. Ces échanges directs avec vous sont des moments importants car ils permettent de mieux cerner le climat social et politique. Depuis notre dernière rencontre, beaucoup de choses se sont passées dans notre pays. Nous avons également fait des progrès importants dans les domaines de la sécurité, de la stabilité institutionnelle, de la réconciliation et bien évidemment du développement et de la modernisation de la Côte d'Ivoire. Je me réjouis que 95% des Ivoiriens qui avaient quitté le pays pendant la crise sont de retour et ont retrouvé leur famille. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que les Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie, leur religion ou leur région, doivent vivre ensemble en parfaite harmonie, en symbiose. Tous ces progrès sont aussi à mettre à votre actif, car vous ne ménagez aucun effort pour mettre en œuvre et suivre la réalisation des décisions gouvernementales sur le terrain. Je voudrais donc vous exprimer ma reconnaissance, celle du gouvernement et de la nation tout entière. Toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets, le président de la République, après les 200 millions offerts lors de la rencontre de 2013, leur a offert ce jeudi, lors de leur seconde rencontre, une nouvelle enveloppe de 200 millions de francs CFA pour la constitution du fonds de la mutuelle du corps préfectoral. Et toujours à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, les sénateurs ivoiriens s'attellent à se doter d'un règlement intérieur. Après l'ouverture de la session ordinaire 2018, hier jeudi, les travaux se sont poursuivis ce vendredi. Les sénateurs vont faire maintenant des propositions de tests devant régir leur institution. Notre reporter Alvar Assa est sur place. L'article 99 de la Constitution prévoit que chaque chambre du Parlement établit son règlement, lequel, avant son entrée en vigueur, est soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution. C'est justement en application de cette disposition constitutionnelle, a souligné d'entrée le président du Sénat, Jean-Noël Ousso-Kouadio, qu'il est convenu de mettre en place une commission ad hoc chargée d'élaborer une proposition de résolution portant règlement du Sénat réunie ce vendredi à Yamoussoukro. Il nous faut en effet disposer d'un cadre juridique pour fonctionner et l'adoption d'un règlement participe de cela. Nous venons donc vers vous avec une proposition de résolution devant nous permettre de mettre en place un groupe de travail pour mener la réflexion et nous soumettre une proposition de règlement. Nous, Sénat, on met en place un comité qui va réfléchir pour faire notre loi organique, c'est-à-dire la loi qui va nous régir. Et c'est cette loi organique, nous, une fois que nous l'avions adoptée, ça va directement au Conseil constitutionnel qui regarde pour dire qu'il n'y a aucun article qui va contre la Constitution. C'est tout. Et c'est cette loi qui va créer le nombre de commissions, tous les postes, comment le Sénat va être organisé, le nombre de vice-présidents. C'est dans cette loi que nous allons retrouver cela. Tous les actes que nous posons aujourd'hui, nous posons ces actes pour demain, pour l'avenir,
nous sommes en train d'écrire avec de l'encre en or les plus belles pages de la République de Côte d'Ivoire. Outre la mise en place de cette commission, il a été également question de la mise en place du comité pour réfléchir sur la matrice d'action, la stratégie à mettre en place ou la vision du Sénat qui va contribuer au jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Nous devons avoir une vision. Quel Sénat pour la Côte d'Ivoire? Quel Sénat dans le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara? Comment on doit s'harmoniser pour pouvoir pousser la Côte d'Ivoire très loin? C'est dans cette optique que je voudrais vous proposer la mise sur pied d'une commission composée de 17 sénateurs chargés de mener la réflexion pour l'élaboration d'un plan stratégique et d'une matrice d'action. Tous les 66 sénateurs étant présents, le quorum étant donc atteint totalement, place aux échanges, tant sur la forme que le fond, pour accorder les points de vue, ce qui a été fait. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, s'est par ailleurs apaisanti sur les fonctions du Sénat, le contrôle des politiques publiques, la représentation de la nation, des collectivités territoriales et sa fonction législative, pour situer déjà les vénérables sénateurs sur les missions qui les attendent. Les différents comités ad hoc ont ensuite été mis en place avec l'approbation de tous. Ils vont se mettre à la tâche dès lundi prochain à Abidjan. Ils ont 2 semaines pour peaufiner tous les textes. Après quoi, une session est prévue pour leur adoption. On peut donc le dire, le Sénat ivoirien, avec à sa tête son président Jeannot Ahoussou-Kouadio, est en marche pour contribuer efficacement au processus démocratique et au-delà au développement de la Côte d'Ivoire. Et le port autonome d'Abidjan continue d'écrire les plus belles pages de son histoire. Le port se fixe des objectifs pour être une référence dans la sous-région. La structure vient donc de signer une convention de concession du terminal minéralier avec une entreprise belge. C'est un projet qui vient renforcer les capacités opérationnelles du port et améliorer les services offerts aux usagers. Le partenariat a été scellé à Yamoussoukro, à Boussanogo. Ces signatures marquent la finalisation des négociations entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise belge Sea-Invest pour la modernisation et l'extension du terminal minéralier du port autonome d'Abidjan. Ce projet de convention de concession négocié avec l'entreprise belge s'inscrit dans le cadre de la politique du port autonome d'Abidjan de renforcer les capacités opérationnelles et d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers du port d'Abidjan. Ce projet fait partie du vaste programme d'investissement voulu par l'État de Côte d'Ivoire au niveau du port autonome d'Abidjan pour essayer de repositionner notre port qui, pendant de longues années, a été le premier port de la côte ouest africaine, mais qui, depuis les années 1975, n'a pas eu à faire des investissements, de renouvellement, de modernisation, tant et si bien que nous avons perdu cette position. Ces investissements visent donc à repositionner durablement notre port comme premier port de la côte ouest africaine, mais non seulement. On veut être aussi un principal port de la façade atlantique de l'Afrique. Nous allons signer un contrat pour l'approfondissement des quais actuels qui permettra de faire rentrer des bateaux d'un tirant d'eau de 12 mètres au lieu de 9 mètres, 9 mètres 30, ce qui veut dire que des bateaux de 50 à 60 000 tonnes vont pouvoir entrer dans ce port. Comptez sur nous, nous sommes là pour investir. Pour l'État de Côte d'Ivoire, il s'agit de rendre compétitif le port autonome d'Abidjan. Nous travaillons pour que le port d'Abidjan, dont le trafic au niveau de marchandises cette année a connu une croissance, mais faire en sorte que ce port continue d'être un port important. Je voudrais vraiment les remercier pour les négociations et les discussions qui ont été faites avec le port autonome d'Abidjan pour faire en sorte que, avec des entreprises locales, ils puissent travailler sur le terminal minéralier. Le projet de convention de concession va se dérouler en 2 phases. La première, dont les investissements sont estimés à 24 milliards, porte sur les investissements d'urgence consistant en l'acquisition de 2 grues supplémentaires. Et la seconde phase, dont le coût est estimé à 30 milliards de francs CFA, porte sur l'aménagement des aires de manutention, l'installation des bandes transporteuses et l'acquisition de 2 nouvelles grues. Je vous conduis à Boaké où les populations sont sans eau potable par le fait de l'assèchement du barrage de la Loka, principale source d'approvisionnement en eau potable. Cette pénurie d'eau crée d'énormes désagréments aux populations, mais vous allez le voir, c'est une situation qui profite bien
aux puisatiers tant ils sont sollicités pour creuser ou réparer des puits. Le témoignage de Soro Corona. Quartier Maroc de Bouaké. 4 mois déjà, certains ménages de la deuxième ville de Côte d'Ivoire sont sans eau potable. Tapsoba Ramata est au puits depuis 4 heures du matin. Parce qu'on s'amuse à ça, on va tomber malade. Donc on cherche l'eau ailleurs pour venir boire. Ça, là, on met un peu de javel dedans, on se lave avec ça, on lave les habits avec ça. Au quartier zone industrielle, même constat, l'eau ne coule plus dans les robinets des ménages. Les activités économiques ne sont pas épargnées par cette situation. Les boulangers et vendeuses d'eau voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Avant, ça allait aussi attacher de l'eau là-bas, parce que c'est l'eau 5 francs, je vends. Donc j'ai attaché ça chez les gens là-bas, puis j'ai chargé ça encore pour venir. Mais j'ai vu que ça me revient cher, donc j'ai arrêté. Oui, mon chiffre d'affaires a baissé parce que l'étant donné que je ne gagne pas l'eau. Parce que toute la journée, je prends des gens de moto-taxi pour aller chercher l'eau. Vraiment, ça me fatigue. Ça nous fatigue, parce qu'on a besoin d'eau pour travailler. Sans l'eau, on ne peut pas faire de la ticket. Les puits sont aujourd'hui les seules sources d'approvisionnement des ménages en eau. Avant-hier, on a pris 14 pots. 2 semaines, il n'y a pas l'eau. On ne gagne pas l'eau à la zone ici. En la matière, ce sont les puisatiers qui se frottent les mains. On a fait beaucoup de puits en tout cas. Bon, il faut au moins presque 26 puits. L'eau est aussi commercialisée par les personnes qui disposent de forages. Depuis l'eau est coupée là, sachez-nous, on va chercher de l'eau. On est trop chargé. On va gagner 10 000, 12 000. Les populations de Bouaké ont le regard tourné vers le gouvernement afin de trouver une solution à cette pénurie d'eau qui n'a que trop duré. Et justement, leurs cris ont été entendus par le gouvernement. Cette situation de pénurie d'eau est en voie d'être réglée, assure le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou. Il s'est rendu sur place pour toucher du doigt le calvaire des populations et il promet une solution rapide à Bouaké, mais partout en Côte d'Ivoire à travers le projet Eau pour tous. Soro Corona. Le ministre des Infrastructures économiques au barrage de la Loca, principale source d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bouaké et ses environs. Le constat est amer. L'eau a cédé la place à la boue à sécher. Nous sommes venus à Bouaké à la demande du gouvernement pour venir nous enquérir de la situation réelle. La situation est critique, nous sommes en train de voir pour trouver des solutions pérennes. Le ministre Amédée Kouakou a exprimé le soutien du gouvernement aux populations de Bouaké. Le ministre a proposé des solutions. Dans un premier temps, c'est de faire des forages. On a identifié des sites de forage, donc il y a au moins une dizaine de forages qui vont être faits rapidement, de sorte à envoyer un peu d'eau. Les solutions pérennes, c'est de voir comment est-ce qu'on peut prendre de l'eau depuis Béoumi, donc le lac de Kossou, pour l'amener ici. Le ministre des Infrastructures économiques a instruit les autorités administratives à mettre fin aux activités des opérateurs qui commercialisent le sable et le gravier des versants du lac de la Loca. Il y a des gens qui viennent prendre du sable. Ils ont creusé partout. Donc même s'il pleut, il faudrait que l'eau puisse arriver ici à la prise d'eau. Et donc nous avons demandé à Madame le préfet d'interdire donc la prise de sable au niveau de la Loca. À partir de Bouaké, Amédée Kouakou a annoncé le début du projet Eau pour tous. Un projet qui viendra mettre fin aux problèmes d'eau dans toute la Côte d'Ivoire. Le programme va démarrer dans les 2 mois qui viennent. Ça consistera à construire environ 200 châteaux d'eau dans 200 sous-préfectures qui n'ont pas d'adduction en eau potable. C'est un programme qui est important. Ce sont plus de 200 milliards de francs CFA qui seront investis dans le projet Eau pour tous. L'enveloppe servira à la réalisation d'infrastructures avec pour objectif un taux de 95% d'accès à l'eau potable à l'horizon 2020. Loin de Bouaké, ici à Abidjan, l'Institut de l'audit interne Côte d'Ivoire a organisé une conférence sur le thème pour un contrôle interne efficient des organisations ivoiriennes. Cette conférence vise donc à donner aux managers, auditeurs internes, contrôleurs et inspecteurs d'organisations ivoiriennes des outils de la bonne gouvernance dans l'exercice de leurs activités. Jean-Luc Bangbo. Ils sont issus de l'administration publique, de sociétés privées et de diverses autres organisations exerçant en Côte d'Ivoire. Ces managers, contrôleurs et auditeurs internes devraient sortir de cette rencontre avec de nouvelles connaissances sur la pratique du contrôle interne. On va d'abord comprendre le volet contrôle dans notre environnement, comment est-ce que cela s'est fait. On va le faire au regard d'un référentiel, donc on va voir comment est-ce que ça se fait ailleurs, donc on va comparer ces deux. Et puis on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui s'est fait chez nous.
Le contrôle interne est considéré comme un des principaux outils de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est que vous prenez une décision. Il faut bien qu'il y ait des gens qui mettent en œuvre. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent évaluer si les décisions que vous mettez en œuvre là, sont mises en œuvre conformément aux décisions qui ont été prises. Et le contrôle fait partie des éléments qui vont venir vous dire que vous êtes en train de mettre en œuvre les décisions comme il se doit. Parce que ce contrôle va vous permettre d'identifier tous les risques qui peuvent vous empêcher de mettre en œuvre les décisions qui ont été prises par les dirigeants. La nécessité de la mise en œuvre d'un système de contrôle interne efficace se justifie par l'adoption par le gouvernement de mesures portant création d'un comité d'audit et de gestion des risques à la fin de chaque exercice comptable au sein des organisations ivoiriennes. D'autres chiffres à retenir. La Côte d'Ivoire compte près de 700 000 apatrides vivant sur son territoire. Sur 123 000 demandes de la nationalité, 15 000 ont pu obtenir gain de cause. Afin d'accélérer le processus d'octroi de la nationalité aux apatrides, un atelier est initié pour faire appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme en la matière. Explication détaillée avec Issa Tchonayeo. Là, nous avons des difficultés aujourd'hui à rétablir nos papiers. Alors qu'il y a un décret bien en place. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir même le certificat de nationalité, tu vas perdre le temps avant de l'avoir. Comme Zongo Abdoulaye, ressortissant de Koudougou, village situé dans le département de Boafli, ils sont nombreux, ces apatrides, qui ont des difficultés à obtenir les papiers administratifs. En Côte d'Ivoire, 700 000 personnes sont concernées par ce problème de nationalité. Sur 123 000 demandes, seulement 15 000 ont pu être satisfaites. En vue d'accélérer le processus dans les pays africains et faire appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme sur la question, une consultation nationale est organisée pour sensibiliser les pouvoirs publics. Nous organisons cette consultation pour faire des propositions concrètes au gouvernement quant à l'octroi de la nationalité ivoirienne et aussi pour l'éradication de l'apatridie. Il y a une crise de mise en œuvre et c'est pour cela que nous, on essaie d'apporter ce qu'on peut pour aider les acteurs nationaux à convaincre le gouvernement à mettre en œuvre des décisions et recommandations issues soit des communications qui sont des plaintes ou alors d'autres résolutions adoptées par les mécanismes régionaux des droits de l'homme. Pour le représentant du Haut Commissariat des réfugiés en Côte d'Ivoire, la question de l'apatridie est une affaire de tous. Ce n'est pas que la nationalité ivoirienne qui est en question. Beaucoup de ces personnes aussi ont d'autres nationalités, peuvent être de nationalité étrangère, mais sans le savoir. Donc à travers cette possibilité d'avoir accès à ces personnes-là, nous nous assurons que toutes ces personnes-là retrouvent une nationalité. Les apatrides constituent un enjeu politique dans les différents pays. Le représentant du ministère de la Justice et des droits de l'homme dissipe les craintes des uns et des autres. Dans aucun pays du monde, j'ai vu quelqu'un prendre juste une nationalité pour voter. Et les codes de la nationalité de la sous-région ont parfois certaines similitudes. C'est-à-dire, lorsque une personne acquiert la nationalité d'un pays, elle peut perdre d'office la nationalité de son pays d'origine. Paul Koreki exhorte la Commission nationale des droits de l'homme à mettre en œuvre les décisions en vue d'éviter les cas d'apatridie en Côte d'Ivoire. Et pour l'actualité à l'étranger, je vous propose un bref tour en Syrie, en Gambie et en Sierra Leone, où le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Samoura Kamara, a contesté à nouveau la victoire du président Julius Maada Bio, qu'il a pourtant félicité la semaine dernière. Olivier Iriebi, Sidonie Davila pour les explications. Samoura Kamara, candidat malheureux à l'élection présidentielle en Sierra Leone, conteste la victoire de Julius Maada Bio. Après avoir félicité ce dernier, Samoura Kamara a saisi la Cour suprême. Dans son recours daté du 10 avril, l'ex-candidat, avec 2 dirigeants de son parti, reproche à la Commission électorale nationale d'avoir proclamé la victoire de Julius Maada Bio sans tenir compte des irrégularités qu'il dénonce. Le nouveau chef d'État de la Gambie a quant à lui formé hier jeudi son gouvernement. Julius Maada Bio a été proclamé le 4 avril vainqueur de la présidentielle du 31 mars dernier. Une nouvelle victoire pour l'UDP en Gambie. Le Parti démocratique unifié
force politique à laquelle appartenait Adama Barrow avant son accession à la magistrature suprême. Après avoir gagné la majorité des sièges à l'Assemblée nationale l'an dernier, l'UDP rave 62 sièges lors des élections locales qui se sont déroulées jeudi en Gambie. 900 000 citoyens étaient appelés à voter pour des élections locales. Environ 400 candidats étaient en lice pour 120 postes de conseillers locaux à pouvoir pour 4 ans. Donald Trump a décidé de calmer le jeu sur le dossier syrien. À l'issue d'une réunion jeudi avec son équipe de sécurité nationale, le président américain suspend sa décision de frappe aérienne en Syrie après l'attaque chimique présumée dans l'enclave rebelle de Douma. Donald Trump reste néanmoins déterminé à agir et le Pentagone est prêt à lui présenter des options militaires. Voilà, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi pour Lomé. Le chef de l'État va prendre part demain samedi à un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Avant son départ, il a lancé les activités du Conseil national de politique économique, CNPE. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain.